Bonjour chers étudiants, bienvenue sur Anatomie avec Abdullah. Dans cette leçon, nous allons étudier les nerfs olfactifs. Voici les prérequis pour cette leçon: organogenèse des nerfs crâniens, l'ostéologie de la tête, myologie de la tête, la généralité sur les nerfs crâniens et la morphologie de l'encéphale. À la fin de cette leçon, vous devrez être capable de définir les nerfs olfactifs, de donner l'origine du nerf olfactif, de décrire le trajet du nerf olfactif, de citer les deux types de branches terminales du nerf olfactif, d'énumérer les 4 parties du nerf olfactif, de décrire les rapports de la portion intracrânienne du nerf olfactif, de décrire la fonction du nerf olfactif, d'expliquer sommairement la systématisation du nerf olfactif et d'énumérer 2 pathologies du nerf olfactif. Pour atteindre ces objectifs, la leçon se déroulera selon le plan que voici. Après un chapitre de généralité, nous aborderons successivement l'anatomie descriptive, les rapports, la fonction, la systématisation. Avant de conclure, nous traiterons les explorations et quelques applications cliniques. Conformément au plan annoncé, abordons la définition dans le premier sous-chapitre des généralités. Le nerf olfactif est le premier nerf crânien. C'est un nerf sensoriel qui transmet les informations olfactives au cerveau. Nous retenons de cette définition, premier nerf crânien, la transmission des informations olfactives au cerveau. Cette définition suscite un intérêt qui va constituer le deuxième sous-chapitre des généralités. L'étude anatomique du nerf olfactif présente plusieurs pôles d'intérêt. Tout d'abord, l'intérêt est physiologique. Le nerf olfactif est un nerf sensoriel et transmet les informations olfactives au cerveau. Ensuite, l'intérêt est anatomique. Le nerf olfactif contracte de nombreux rapports vasculo-nerveux que nous étudierons dans le chapitre approprié. Et puis, l'intérêt est sémiologique. Son atteinte se manifeste par plusieurs troubles de l'odorat, perte de l'odorat, anosmie, diminution de l'odorat, hyposmie ou altération de l'odorat, cacosmie. Et puis, l'intérêt est pathologique. Le nerf olfactif peut être le siège de plusieurs pathologies. Nous pouvons citer entre autres les infections des voies respiratoires supérieures, les polypes nasaux, le traumatisme crânien, les tumeurs bénignes ou malignes de la cavité nasale et les maladies neurologiques, maladie de Parkinson et maladie d'Alzheimer. Enfin, l'intérêt est thérapeutique. Les pathologies du nerf olfactif peuvent considérablement affecter la vie des patients. La connaissance profonde des structures et des fonctions du nerf olfactif est à la base de la prévention et ou du traitement de ces pathologies et constitue un élément fondamental de l'activité médicale. Afin de faciliter la compréhension de la leçon, faisons un rappel embryologique dans le troisième sous-chapitre des généralités. Ici, nous avons une vue latérale de l'embryon de 4 semaines. Pendant la 4e semaine de développement de l'embryon, on observe sur la surface de l'embryon des sillons peu marqués. En fait, ces sillons peu marqués correspondent à des neuromères. Ainsi, nous distinguons 2 neuromères pour le prosencéphale. Il s'agit du nerf olfactif, dont il est question dans cette leçon, et du nerf optique. Et 2 neuromères pour le mésencéphale. Il s'agit du 3, le nerf oculomoteur, et du 4, le nerf trochléaire. Le nerf trochléaire, initialement, naît au niveau du mésencéphale et par la suite, il va se déplacer pour venir au niveau du mésencéphale. Et au niveau du rhombencéphale, nous avons 8 neuromères ou 8 rhombomères. Il s'agit de R1, le premier rhombomère.
le deuxième rhomomère. Donc au niveau du premier rhomomère, nous avons la naissance du nerf trochléaire. Au niveau du deuxième rhomomère, nous avons la naissance du nerf trijumeau. Et au niveau du troisième rhomomère, nous avons la naissance du nerf abducens. Au niveau du quatrième rhomomère, nous avons la naissance du nerf facial et du nerf cochléo-vestibulaire. Au niveau du cinquième rhomomère, nous avons la naissance du nerf glossopharyngien. Et au niveau du septième rhomomère, nous avons la naissance du 10 du nerf vague et du 11 le nerf accessoire. Le nerf hypoglosse, nous avons sa naissance au niveau du 9e rhomomère, à ce niveau, le nerf hypoglosse. Donc au cours de la 4e semaine, nous avons ici une vue latérale de l'embryon de 4 semaines où nous voyons les placodes. Ici, nous avons le placode olfactif. En 2, nous avons le placode optique. Et en 3, nous avons la placode otique. La placode olfactive apparaît au-dessous du bourgeon frontal et au-dessous et en avant de la membrane pharyngienne. Donc ici, nous avons une coupe sagittale de l'embryon de 4 semaines. Ici, nous mentionnons ici la présence de la placode olfactive avec l'intérieur du tube neural. Donc ici, nous avons l'embryon de 6 semaines avec le développement de l'organe de l'olfaction. La placode olfactive s'épaissit, elle se déprime en une fossette dont le fond se rapproche du prosencéphale, de l'invagination du prosencéphale. Les cellules de la placode prolifèrent vers la 5e semaine et se différencient en place en donnant les cellules neurosensorielles. Avec l'apparition du sac nasal, la placode olfactive s'invagine à l'intérieur. Donc, l'extrémité des cellules neurosensorielles que vous voyez ici prend la valeur d'un axone. Donc, la valeur d'un axone et va à travers le mésenchyme s'unir au bulbe olfactif. La placode est d'abord située au contact direct du bulbe olfactif. Elle en est ensuite séparée par les tissus développés aux dépens du mésenchyme, c'est-à-dire les méninges et le squelette. Ces considérations générales vont nous permettre d'aborder le deuxième chapitre de la leçon dénommée Anatomie descriptive. Afin d'étudier l'anatomie descriptive du nerf olfactif, nous allons traiter successivement l'origine, le trajet, les branches terminales et les 4 parties du nerf olfactif. Commençons par aborder l'origine du nerf olfactif dans le premier sous-chapitre de l'anatomie descriptive. Ici, nous avons une vue inférieure du cerveau, la partie antérieure est ici et la partie latérale est à ce niveau. Donc, nous reconnaissons ici les nerfs olfactifs. Donc, les nerfs olfactifs naissent de la partie inférieure du bulbe olfactif. Cette partie constitue le bulbe olfactif et nous voyons la naissance des nerfs olfactifs au niveau de sa face inférieure, dans la gouttière olfactive. Donc ces nerfs cheminent dans des endroits précis que nous allons étudier dans le deuxième sous-chapitre de l'anatomie descriptive. Il s'agit du trajet. Donc ici, nous avons une coupe sagittale passant par l'étage antérieur de la base du crâne, montrant le bulbe olfactif. Les nerfs olfactifs
chemine dans le cavum subarachnoïdien, ensuite traverse les foramen de la lame criblée de l'os ethmoïde. Quelles sont les branches terminales du nerf olfactif? Ces branches terminales vont constituer le troisième sous-chapitre de l'anatomie descriptive. Donc ici, nous avons toujours une coupe sagittale qui passe par l'étage antérieur de la base du crâne, montrant le bulbe olfactif et les nerfs olfactifs. Les nerfs olfactifs se terminent dans la muqueuse. Se termine dans la muqueuse olfactive en donnant deux types de branches. Ils vont donner les nerfs olfactifs latéraux et les nerfs olfactifs médiaux. Les nerfs olfactifs latéraux se disposent sur le cornet. Donc vous voyez ici le cornet nasal inférieur. Donc le cornet nasal, les nerfs olfactifs médiaux latéraux se disposent sur le cornet nasal inférieur. Les nerfs olfactifs médiaux vont descendre plus bas sur le septum nasal. À présent, nous allons aborder les 4 parties du nerf olfactif. Ici, nous avons une vue inférieure du cerveau. La partie antérieure est ici et la partie latérale est à ce niveau. Les 4 parties du nerf olfactif sont, je prends le crayon, sont les racines olfactives, le bulbe olfactif, le tractus olfactif, et ensuite le bulbe olfactif, et enfin les nerfs olfactifs proprement dits. Voici les 4 parties du nerf olfactif. Concernant les racines olfactives sont au nombre de 3. Nous avons la branche interne, la branche externe et la racine grise moyenne. Donc je vous ai pas dit, les nerfs olfactifs sont au nombre de 2. Il y en a ici. Il y a un nerf olfactif droit et un nerf olfactif gauche. Donc ce sont les paires crâniennes. Ils sont toujours au nombre de 2. Donc la racine blanche interne, encore appelée la racine calleuse, se porte vers le bec du corps calé. La racine blanche externe, encore nommée la racine hippocampique, se dirige vers l'extrémité dans la circonvolution de l'hippocampe que nous avons vu dans l'étude morphologique du cerveau. Si vous avez oublié, je voudrais revoir cette vidéo. Ensuite, nous avons la racine grise moyenne qui s'épuise dans la substance perforée antérieure qui se trouve à ce niveau. Après l'étude des racines, nous allons à présent parler du tractus olfactif. Ici, nous avons le tractus olfactif. Le tractus olfactif est une étroite bande de 35 mm de longueur. Il est situé dans le sillon olfactif et à la partie inférieure du lobe frontal. Cette partie constitue la partie inférieure du lobe frontal.
Le tractus optique est constitué d'un axe longitudinal, donc d'un axe neuroglial vestigial. Il est entouré de neurofibres des cellules mitrales. Un petit agrégat de neurones intermédiaires situés entre les neurofibres forme le noyau du nerf olfactif antérieur. En avant de la substance perforée antérieure, le tractus olfactif s'élargit en formant les trigones olfactifs qui se divisent en stries olfactives médiales, latérales et intermédiaires. Nous allons étudier la troisième partie du nerf olfactif qui est le bulbe olfactif. Donc voici le bulbe olfactif. Je vais changer de couleur là. Donc voici le bulbe olfactif là. Donc le bulbe olfactif est un renflement ovalaire de 8 mm, donc de 8 mm et de 4 mm de large. Donc voici le bulbe olfactif. Les deux bulbes olfactifs sont presque au contact l'un de l'autre, car les tractus olfactifs sont obliques en avant et en dedans. Mais pour des raisons didactiques, nous les avons dessinés écartés. Sinon, normalement, les deux bulbes olfactifs sont au contact l'un de l'autre. Donc, nous allons à présent parler de la quatrième partie du nerf olfactif, qui est le nerf olfactif proprement dit. Donc, voici les nerfs. Voici les nerfs olfactifs. Les nerfs olfactifs sont de volume et de nombre variables. Donc, nous retenons que les nerfs olfactifs sont de volume et de nombre variable. On en compte environ une vingtaine. Ils sont disposés en deux rangées parallèles, externes et internes. Dans le souci d'être exhaustif, nous terminerons l'anatomie descriptive par l'étude de la muqueuse olfactive. La muqueuse olfactive, son étude va successivement porter sur l'épithélium olfactif et la lamina propria. Donc ici, nous avons une coupe sagittale montrant le bulbe olfactif, je cherche le crayon. Voilà, donc le bulbe olfactif à ce niveau. Donc voici le bulbe olfactif. Le bulbe olfactif. Et cette coupe montre également la muqueuse olfactive. Donc vous voyez là la muqueuse olfactive à ce niveau. Là en bas de l'os ethmoïde. Donc toute cette partie constitue la muqueuse olfactive. Donc l'épithélium olfactif est un épithélium qui est pluristratifié. Il est composé de cellules de soutien et de cellules neurosensorielles à ce niveau. Donc les cellules neurosensorielles qui se trouvent au niveau de l'épithélium olfactif. Les cellules neurosensorielles que vous voyez ici, les cellules neurosensorielles,
ont une double valeur. Elles ont une valeur de cellules olfactives et une valeur de neurones périphériques. Les prolongements centraux, on va les mettre là, les prolongements centraux de ces cellules bipolaires ou fibres olfactives ont un gain de Schwann, mais sont dépourvus de gain de myéline. Ils se groupent en une vingtaine de faisceaux disposés en éventail. Ils se dirigent en haut à travers la lame criblée, et vous voyez ici la lame criblée de l'ethmoïde, et font synapse avec les cellules mitrales. Donc ici nous avons une cellule mitrale. Donc les axones montent, traversent la lame criblée et font synapse avec les cellules mitrales qui se trouvent au niveau du bulbe olfactif. Donc la cellule mitrale à ce niveau dans le bulbe olfactif. Donc voici une cellule mitrale. La cellule mitrale représente le deuxième neurone olfactif ou neurone central. Elle est située dans le bulbe olfactif. Donc voici ici le bulbe olfactif. Donc les cellules mitrales se trouvent dans le bulbe olfactif que vous voyez ici. Chaque cellule mitrale reçoit les cylindres ou les axones d'un millier de cellules neurosensorielles. Les cylindres des cellules mitrales se dirigent vers le rhinencéphale. Donc l'axone des cellules mitrales se dirige là vers le rhinencéphale et gagne les centres qui contiennent les neurones corticaux au troisième neurone. Il s'agit essentiellement du lobule de l'hippocampe et de la partie antérieure de la circonvolution du corps calleux. Concernant la lamina propria, donc ici nous avons la lamina propria. Donc la lamina propria est un tissu conjonctif lâche en continuité avec le périoste. Donc la lamina propria est en continuité avec le périoste. Il s'agit d'un tissu conjonctif lâche. Il contient plusieurs éléments, un plexus nerveux, des capillaires artérielles et lymphatiques, des neurofibres olfactives, des cellules pigmentées, des lymphocytes et des glandes olfactives. Ces glandes olfactives sont des glandes tubulo-alvéolaires dont la sécrétion riche en enzymes dissout les substances odorifères à la surface de la muqueuse olfactive. Les nerfs olfactifs ne sont pas isolés au sein de l'organisme et contractent des rapports que nous allons étudier dans le troisième chapitre de la leçon. Les nerfs olfactifs présentent trois types de rapports. Le rapport de la portion intracrânienne, le rapport ménager et le rapport de la portion traversant le foramen criblé de l'os ethmoïde. Commençons par étudier les rapports de la portion intracrânienne. Ici, nous avons une vue inférieure du cerveau. La partie antérieure est ici et la partie latérale est à ce niveau.
Les rapports de la portion intracrânienne sont crâniaux, c'est-à-dire supérieurs, caudaux ou inférieurs, médiaux et latéraux. Les rapports crâniaux se font avec la face inférieure du lobe frontal. Donc les rapports supérieurs du nerf olfactif se font avec cette partie du cerveau qui constitue le lobe frontal. Donc le lobe frontal constitue le rapport supérieur du nerf olfactif. Donc toute cette partie que je colorie en bleu constitue le lobe frontal qui constitue le rapport supérieur ou crânial du nerf olfactif. Les rapports inférieurs ou caudaux se font avec l'origine du nerf optique. Ici, nous avons les deux nerfs optiques. Leur origine, donc vous avez ici les deux nerfs optiques. Leur origine constitue le rapport inférieur du nerf olfactif. Donc vous avez les nerfs optiques droits et les nerfs optiques gauche. Leur origine constitue le rapport inférieur du nerf olfactif. Les rapports médiaux du nerf olfactif se font avec le processus de la crista galli. Donc nous avons vu ça quand on a étudié la base du crâne. Donc nous avons vu ici, donc schématiquement ici nous avons la base du crâne. Là nous avons le cluvis. Là nous avons la calvaria du crâne, vous vous rappelez. Et au niveau de la fosse crânienne antérieure, sur la ligne médiane, nous avons le processus de la crista galli. Le processus de la crista galli qui va non seulement permettre l'insertion de la faute du cerveau, ce processus constitue également le rapport médial du nerf olfactif. Et tout simplement, nous aurons ici à ce niveau, nous aurons juste là, donc nous aurons juste là couché là au niveau de l'ethmoïde, le nerf olfactif. Vous vous rappelez, donc nous avons ici le nerf olfactif. Donc ce rapport médial s'est fait avec cette partie qui constitue le processus de la crista galli. Les rapports latéraux vont se faire avec le nerf nasal inférieur, qui est une branche du nerf ophtalmique, et avec les artères ethmoïdales antérieures et postérieures, qui constituent une branche de l'artère ophtalmique. Quels sont les rapports ménagers du nerf olfactif? Nous les étudierons dans le deuxième sous-chapitre des rapports. Ici, nous avons une coupe sagittale antéro-postérieure du tractus olfactif. Donc ici, nous avons, là, je prends les crayons. Ici, nous avons, là, c'est la même couleur, vous ne voyez pas. Donc ici, nous avons le tractus optique en coupe antéro-postérieure. La partie antérieure est ici. Et là, nous avons la partie postérieure. Donc, c'est une coupe sagittale antéro-postérieure. Donc, vous voyez au niveau de cette coupe, une ménage qui est là. Donc, je change de couleur afin que vous puissiez
puissiez mieux voir. Donc là, donc vous avez une couche qui est là. Donc là, ça, c'est le crayon est trop épais, hein. Donc c'est une fine membrane qu'on appelle la pymère. Ici, donc la pymère est là et elle entoure le nerf optique, la pymère. Donc la pymère constitue les rapports méningiers. Voilà. Donc le rapport méningier se fait essentiellement avec la pymère qui constitue une leptoméninge. Quels sont les rapports de la portion traversant la lame criblée de l'ethmoïde? Nous allons étudier ces rapports dans le 3e sous-chapitre portant sur les rapports. Donc ici, nous avons une coupe sagittale passant par l'étage antérieur. Donc l'étage antérieur, je vais terminer la figure. Donc ici, passant par l'étage antérieur de la base, donc l'étage antérieur de la base du crâne. Donc ici, nous avons la calvaria, donc l'étage antérieur de la base du crâne. Et cette coupe nous montre le bulbe olfactif qui est là, à ce niveau. Le bulbe olfactif, le tractus olfactif. Donc voici le bulbe olfactif. Donc les rapports au niveau de cette portion intracrânienne vont se faire avec d'abord la lame criblée de l'ethmoïde. Vous voyez là, donc ça c'est un os au niveau de la base du crâne qui est l'os ethmoïde. Vous portez-vous sur le cours portant sur l'ossologie du crâne pour réviser l'os ethmoïde. Donc là, l'os ethmoïde a une partie qui est multiperforée qui s'appelle la lame criblée de l'ethmoïde. Donc les rapports des nerfs olfactifs au niveau de cette lame criblée de l'ethmoïde vont se faire avec les méninges et l'artère ethmoïdale antérieure. Le nerf olfactif joue un rôle important au sein de l'organisme qui constitue sa fonction. Cette fonction, nous l'étudierons dans le 4e chapitre de la leçon dénommée fonction. Le nerf olfactif est un nerf sensoriel, nous l'avons dit. Il transmet les informations olfactives au cerveau. Afin de mieux étudier cette fonction olfactive, nous allons parler successivement des stimulus olfactifs et des influx olfactifs. Tout d'abord, parlons des stimulus olfactifs. Ici, nous avons une coupe sagittale. Donc, une coupe sagittale qui nous montre le courant d'air respiratoire. Le courant d'air respiratoire en rouge et le courant olfactif en bleu. Ce qu'il faut retenir, chez l'homme, l'olfaction se fait en milieu gazeux. Donc je termine la coupe comme d'habitude. Donc chez l'homme, l'olfaction se fait en milieu gazeuse. Les molécules odorantes sont véhiculées par l'air respiratoire. Ce que je dessine, c'est la calvaria de l'os que vous savez très bien. Donc, au cours de l'inspiration, quand on respire de l'air, la partie supérieure, c'est nouveau. Donc, la partie supérieure du courant d'air est ralentie par une turbulence provoquée par la saillie du cornet nasal moyen. Donc je dessine là. Donc cette turbulence est provoquée par la saillie du cornet nasal moyen. Ce ralentissement
de l'air inspiré favorise l'absorption des molécules odorantes. Quand on expire, c'est-à-dire au cours de l'expiration, la majeure partie de l'air parcourt la partie inférieure de la cavité nasale. C'est ce que vous voyez là, ici. Là. Donc vous voyez la majeure partie de l'air parcourt la partie inférieure de la cavité nasale au cours de l'expiration. Au cours de la déglutition, donc au cours de la déglutition, schématisée, matérialisée par cette flèche rouge, un peu d'air, vous voyez ça, un peu d'air expiré passe par la région olfactive, et transmet ainsi des particules odorantes alimentaires. Nous retenons que l'on peut distinguer entre 2000 et 4000 odeurs différentes. L'absorption de la molécule odorante est favorisée par le film muqueux sécrété par les glandes olfactives. Le contact des molécules odorantes avec les cils des cellules neurosensorielles situées dans la muqueuse olfactive donne naissance à l'influx nerveux. Celui-ci transmet le message olfactif aux aires corticales olfactives. Donc ici, nous avons là, la calvaria est là, et à l'intérieur, nous avons le cerveau, ici, donc nous avons le corps calé, et je dessine rapidement, bon, c'est pas terrible, hein? Donc là, vous avez là le corps calé, et là, donc, au niveau de cette muqueuse nasale, donc il y a l'influx qui passe vers le cortex, donc vers le cortex olfactif. Donc vous retenez ici, là, vous avez le cerveau là, le cerveau dans la boîte crânienne avec ses différentes parties. Voilà. Donc nous allons à présent parler des influx olfactifs. Le contact s'établit entre les molécules odorantes dissoutes dans le mucus et les cils des cellules neurosensorielles porteurs des récepteurs olfactifs. Une cascade de réactions biochimiques s'établit entre la molécule odorante et les récepteurs, provoquant l'ouverture d'un canal ionique. Les récepteurs sensibles aux molécules odorantes ont la propriété d'amplifier le phénomène. La cellule olfactive peut alors se dépolariser et émettre une information électrique. Cet influx se projette vers les aires corticales du paléocortex, impliquées dans la perception consciente et discriminative des odeurs. Cette fonction nous amène à l'étude de la systématisation dans le 5e chapitre de la leçon, dénommé la systématisation. La systématisation de l'olfaction va successivement étudier les systèmes de réception et les neurones. Abordons le système de réception des odeurs. Ici, nous avons une vue latérale nous montrant les voies olfactives. Nous reconnaissons ici le bulbe olfactif, le tractus olfactif et les racines médiales et
latérale. Le système de réception se trouve, le système de réception des odeurs se trouve dans la muqueuse olfactive que j'entoure. Cette muqueuse olfactive que je suis en train d'entourer se trouve dans la partie supérieure de chaque fosse nasale. Elle contient deux éléments. Le premier, c'est les glandes olfactives, on appelle également les glandes de Bowman, et les cellules neurosensorielles ou cellules de Schultz. Donc, ce sont ces deux éléments qui se trouvent dans la muqueuse olfactive située dans la partie supérieure de chaque fosse nasale. Le rôle des glandes olfactives que j'entoure est de sécréter des produits volatiles. Ces produits volatiles constituent les stimulus du système olfactif. Les cellules neurosensorielles reçoivent les produits volatiles piégés. Donc, les produits volatiles piégés sont reçus par les cellules neurosensorielles. Donc, du coup, les cellules neurosensorielles constituent les cellules réceptrices dans le système de l'olfaction. Nous retenons que le goût et l'olfaction sont liés. En effet, la plus grande partie de ce que nous appelons le goût est perçu par le puissant système olfactif. Retenons bien cela. Nous allons étudier dans le deuxième sous-chapitre de la systématisation les neurones impliqués dans la transmission des odeurs, après l'étude du système de réception. Donc, nous allons parler des neurones qui sont impliqués dans la transmission de l'influx olfactif. Le premier, il y a deux types de neurones qui vont assurer la transmission des odeurs au cerveau. Il y a un premier neurone qu'on appelle le protoneurone et il y a un deuxième neurone qu'on appelle le dotoneurone. Le premier neurone désigne le protoneurone. Donc le protoneurone, c'est le terme classique, donc le terme spécialisé pour désigner la première cellule impliquée dans la réception des odeurs. Le premier neurone ou le protoneurone est la cellule neurosensorielle située dans la muqueuse olfactive. Donc la cellule neurosensorielle, nous l'avons vu, elle est située dans la muqueuse olfactive que j'entoure à la partie supérieure de chaque fosse nasale. Son prolongement, son prolongement central traverse la lame criblée. Donc, vous voyez la lame criblée là. Donc son prolongement central va traverser la lame criblée de l'ethmoïde et forme les filets. Donc ce sont ces prolongements qui vont former les filets du nerf olfactif. Ces filets pénètrent dans le bulbe olfactif que vous voyez ici. Donc ces filets vont pénétrer dans le bulbe olfactif que je colorie en jaune.
Ainsi, ces filets du nerf olfactif s'articulent avec le deuxième neurone. Donc le deuxième neurone, en termes classiques, on dit le dotoneurone, c'est la cellule mitrale. Donc la cellule mitrale que vous voyez ici constitue la deuxième cellule réceptrice. Donc pour utiliser les termes classiques spécialisés, on va dire le dotoneurone. Vous voyez que le corps cellulaire de la cellule mitrale se trouve dans le bulbe olfactif que je colorie en jaune. Son axone, donc l'axone de la cellule mitrale, traverse le pédoncule. Voici l'axone, et traverse le pédoncule olfactif. Ensuite, les racines olfactives médiales. Ou les racines olfactives latérales. Et l'axone se termine soit dans les aires frontales internes, ou soit sous le bec du corps calé. Sous le bec du corps calé, je complète le schéma là. Donc ici vous avez là, le bec est là, le corps calé est là. Donc vous avez le corps calé. Bon, je caricature un peu, hein. Donc le corps calé, il est là. Donc l'axone va se terminer soit dans les aires frontales internes, soit dans les aires temporales, internes, sous l'incus de l'hippocampe. Donc vous avez ici là, vous avez le cinquième gyrus temporal, donc qui constitue l'hippocampe. Donc je mentionne quelques remarques importantes à connaître sur la systématisation des voies olfactives. Première remarque, la cellule mitrale, c'est-à-dire la deuxième cellule, ne croise pas la ligne médiane. Deuxième remarque, l'information olfactive ne transite pas par le thalamus, contrairement aux autres types de sensibilité qui transitent par le thalamus. Donc l'olfaction fait exception à cette règle générale. Troisième remarque, l'olfaction a une relation particulière avec le lobe limbique. Ce dernier établit de connexion avec le thalamus. Est-ce que nous pouvons dire, de par cette relation avec le lobe limbique et le thalamus, que l'information passe par le thalamus? Question sur laquelle il faudrait réfléchir. Quatrième remarque, la terminaison commune des voies olfactives et gustatives, raison pour laquelle on dit que le goût et l'olfaction sont intimement liés. L'anatomie du nerf olfactif, nous pouvons à présent parler des explorations et des applications dans le 6e chapitre de la leçon, tout en commençant par les explorations. Le nerf olfactif peut être exploré par l'examen clinique et par les examens complémentaires.
L'examen clinique recherche une atteinte du nerf olfactif. Son atteinte se traduit par une anosmie ou perte totale de l'odorat, ou une hyposmie ou diminution de l'odorat, ou encore une parosmie où les odeurs familières deviennent désagréables ou déformées. D'autres signes peuvent accompagner ces troubles. Il s'agit de maux de tête, sensation de nez bouché sans obstruction visible ou encore des modifications du goût. Certains patients rapportent aussi des phantosmies ou des douleurs fantômes qui n'existent pas réellement. Le diagnostic commence par un interrogatoire médical approfondi, apparition des symptômes, évolution et antécédents médicaux. Il recherchera notamment une infection récente, un traumatisme ou une exposition à des toxiques. L'examen clinique comprend une inspection des fosses nasales et un examen neurologique. On peut utiliser des substances odorantes simples, menthe, café, pour tester grossièrement l'odorat. Mais ce test reste approximatif. Pour un diagnostic précis, des tests olfactifs standardisés sont nécessaires. Les tests des Sniffing Sticks, par exemple, utilisent des stylos odorants pour mesurer le seuil de détection, la capacité de discrimination et d'identification. Ces tests permettent de quantifier objectivement la perte auditive. Les examens complémentaires reposent sur l'imagerie par résonance magnétique cérébrale pour éliminer une tumeur, le scanner des sinus pour détecter une sinusite chronique. Ces explorations permettent de poser la plupart des pathologies du nerf olfactif. Ces pathologies, nous allons les étudier dans le deuxième sous-chapitre dénommé Application. Les infections virales représentent la première cause d'atteinte du nerf olfactif, les SARS-CoV-2 en tête, mais aussi les virus de la grippe, les rhinovirus et même l'espèce simplex. Ces virus peuvent endommager directement les cellules olfactives ou provoquer une inflammation qui perturbe la transmission nerveuse. La récupération est souvent spontanée en quelques semaines à quelques mois. Cependant, certains patients nécessitent un traitement spécifique. La corticothérapie reste le traitement de référence pour les inflammations aiguës. Les corticoïdes par voie orale ou en spray nasal peuvent réduire l'inflammation et favoriser la récupération. Mais attention, leur efficacité diminue si le traitement est débuté tardivement. L'entraînement olfactif consiste à sentir quotidiennement 4 odeurs différentes: rose, eucalyptus, citron, clou de girofle pendant plusieurs mois. Les études montrent une amélioration chez 30 à 60% des patients qui pratiquent cet exercice régulièrement. Le traumatisme crânien constitue la deuxième cause majeure. Un choc à la tête peut sectionner les fibres olfactives ou provoquer un édème cérébral. Même un traumatisme apparemment bénin peut avoir des conséquences durables sur l'odorat. D'autres facteurs de risque incluent l'âge avancé, certains médicaments, antibiotiques, chimiothérapie, l'exposition à des toxiques industriels et des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. En fait, la perte d'odorat
peut être un signe précoce de ces pathologies. Des études françaises développent des tests basés sur l'odeur corporelle des patients pour détecter précocement Alzheimer et Parkinson. Cette approche révolutionnaire pourrait transformer les dépistages de ces pathologies. Bon à savoir, le tabagisme et la pollution atmosphérique augmentent aussi le risque. Les particules fines peuvent endommager progressivement l'épithélium olfactif. Pour résumer, le nerf olfactif, nerf de la face inférieure du bulbe olfactif logé dans la gouttière olfactive. Les nerfs olfactifs cheminent dans le cavum subarachnoïdien et traversent les foramen de la lame crénée de l'ethmoïde. Les nerfs olfactifs se terminent dans la muqueuse olfactive en donnant deux types de nerfs, les nerfs olfactifs latéraux et les nerfs olfactifs médiaux. Les quatre parties du nerf olfactif sont les racines olfactives, le tractus olfactif, le bulbe olfactif et les nerfs olfactifs proprement dits. Les rapports crâniaux se font avec la face inférieure du lobe frontal. Les rapports caudaux se font avec l'origine du nerf optique, l'artère cérébrale antérieure et la lame criblée de l'ethmoïde. Les rapports médiaux se font avec le processus de la crista galli. Les rapports latéraux se font avec le nerf nasal interne, branche du nerf ophtalmique, et les artères ethmoïdales antérieures et postérieures, branche de l'artère ophtalmique. Pour conclure, l'anatomie du nerf olfactif est incontournable pour la compréhension de la sémiologie et des pathologies du nerf olfactif. Elle constitue également un préalable pour l'interprétation des examens morphologiques et la réalisation des interventions chirurgicales. Pour plus d'informations, je vous présente la bibliographie suivante. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.